à tous, c'est Mélie et Mélo et on se retrouve aujourd'hui pour la comparaison du dernier livre de Guillaume Chamanadjian, Une valse pour les grotesques, édité aux Forges de Vulcain une fois de plus avec une superbe couverture. Franchement j'adore leur identité graphique, c'est trop beau. Bref, voilà, on a beaucoup de choses à dire et on sait pas comment on va le faire parce que c'est compliqué de parler de ce livre. Couleur compatible avec la trilogie qu'a écrit Guillaume Chamanadjian précédemment, donc Capitale du Sud. Vous en avez assez entendu parler de notre part et de la part de pas mal de gens. Maintenant ça commence à faire son chemin et vraiment c'est très chouette. Du coup, c'est la deuxième saga, là c'est un tome unique, de Guillaume Chamanadjian. Et on voit clairement qu'il a une patte artistique qui en ressort. Comme pour Capitale du Sud, il y a une ville un peu centrale au récit, qui a une âme, enfin vraiment pour moi c'est un personnage à part entière, la façon dont la ville vit, respire, ses caractéristiques et tout ça. Cette fois-ci, on n'est plus centré autour de la nourriture, comme pour Capitale du Sud, mais voilà, c'est plus musical, c'est plus de la danse. On va suivre Johan, qui est un étudiant à la fois en médecine et dans une espèce de truc qui sculpte des corps de cire à taille humaine, enfin ça représente un humain taille 1-1 quoi. Et ça s'appelle je ne sais plus comment. La chiroplastie. Voilà. Donc voilà, il étudie ça à Châtengo, donc c'est la ville dont je vous ai parlé. Dans tout ça, il va y avoir des histoires avec des grotesques, des statues de pierre. Et puis voilà, je peux pas trop vous en dévoiler plus en fait, ni vous dévoiler le nœud du problème. En gros, ce qui est dit dans le résumé, c'est que cet étudiant, qui est a priori très talentueux dans son art de la chiroplastie, attire l'attention de la femme du dignitaire de la cité qui s'appelle le margrave. Donc cette femme fait appel à Johan à la fois pour ses talents de médecin, mais aussi pour son regard artistique. Donc les deux mélangés, ouais, c'est ça. Elle espère trouver une réponse à une question qui lui pèse et sur laquelle elle a fait des recherches pendant 1 an et demi. Qu'est-ce qu'est son fils, puisque son fils a tous les attributs d'un bébé faune. Voilà. Et en fait, rien que ça, on sent qu'on mélange déjà beaucoup de choses qui a priori n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et c'est ce qu'on se disait avec Mélo, c'est que ce récit, il est extrêmement foisonnant. Il y a énormément de choses, il y a énormément d'idées, énormément de concepts qui sont lancés. Et j'ai trouvé que le défaut du coup de ce roman, c'est peut-être qu'elles sont lancées, mais elles se retrouvent pas toutes. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de liens entre un certain nombre de choses qui sont extrêmement bien faites. Moi j'ai trouvé le récit, la construction de cette ville dans ce monde absolument brillant. Et encore une fois très original et waouh, on en reparlera. Mais par contre c'est vrai que le défaut pour moi c'est vraiment qu'il y ait énormément de choses qui soient initiées, de choses qui sont très différentes les unes des autres et qui finalement ne trouvent peut-être pas de fluidité, quelque chose de vraiment qui coule de source. Alors moi c'est pas tellement ça qui m'a perturbée, mais c'est lié, et je pense que je l'ai expliqué plutôt par il me manquait quelques notions de philosophie ou quelques références que citait l'auteur. Une deuxième chose aussi, c'est qu'il y a une certaine forme de détachement par rapport à ce qui se passe, par rapport au récit et par rapport aux personnages aussi. Parce que dans Capitale du Sud, on était dans une narration où on suivait Knox, donc c'était vraiment centré autour d'un personnage, on avait énormément d'empathie pour lui, on était attaché à lui, et là on va suivre plein de personnages assez atypiques, vraiment, ils sont très bien ces personnages, leurs caractéristiques, c'est génial, c'est vraiment génial, très différent de ce à quoi on a l'habitude, leurs relations aussi, mais on en reparlera. Mais donc voilà, on a plein de personnages très intéressants, très différents les uns des autres, mais on s'y attache pas forcément énormément, un petit peu quand même, je pense. Parfois on les voit avancer, puis après ils disparaissent un peu du paysage pour ressurgir un petit peu plus tard dans un autre événement du récit. Et voilà, le fait qu'on puisse comme ça les suivre, puis les quitter et les retrouver, bah ça détache un petit peu de ce qui leur arrive. Alors ce qu'on se disait en discutant, c'est que c'était peut-être un effet narratif voulu.
au sens où on a nos 3 personnages principaux, donc Johan ainsi qu'une dame de compagnie d'un personnage aussi très important qui s'appelle Renata, et enfin une jeune voleuse des bas-fonds de la ville qui s'appelle Sofia, donc 3 cercles sociaux très très différents les uns des autres. Et à côté en fait on a des personnages qu'on rencontre de loin, on met du temps à les remettre, à se dire, enfin ça vient un peu tard dans le récit de se dire ah mais tiens, c'est ce mec là en fait qui a fait l'intro, c'est de là que ça vient, hein. Et ces personnages là ont un aspect extrêmement froid et beaucoup de recul sur la totalité de l'histoire. Et du coup, parce qu'ils ont une voix à la narration à un certain moment, je me suis dit c'est peut-être pour ça que dans une forme de continuité, il y a ce détachement sur tout le reste du récit. C'est aussi pas mal marqué dans le fait qu'on va suivre nos personnages dans des moments assez critiques, et pour autant je trouve qu'il n'y a pas tant d'introspection que ça. Il y a des réflexions sur leur passé, sur la vie humaine, qu'est-ce qui fait qu'on est humain, qu'est-ce qui fait qu'on aime, mais je trouve que par rapport à leur présent, par rapport à ce qui leur est demandé, bah, on les sent pas réfléchir. C'est-à-dire qu'on a le résultat de leurs réflexions dans leurs actions et dans leurs paroles, mais finalement toute la partie introspection, on l'a assez peu, je trouve. Et à la place de cette partie introspection, on a quelques petits dialogues assez piquants, notamment de la part de Sofia, qui nous sort des punchlines parfois vraiment sans filtre et extrêmement pertinentes. Mais ça compense peut-être pas complètement le fait de ne pas avoir d'introspection. Mais en même temps, c'est un tome unique. On compare ça à une trilogie qui a tout le temps de s'étaler, d'explorer toutes les pistes qu'elle ouvre. Là, voilà, tout est un petit peu plus concentré. Et surtout, tout est un peu intriqué. À la fois, il y a beaucoup de choses, et il y a même des choses, je pense, que je n'ai pas tout à fait saisies. Mais en même temps, tout est centré autour de la même chose. Enfin, je sais pas si c'est très clair, je pense que non. Donc concernant les personnages, on a nos trois personnages de cercles sociaux très différents qui sont chacun atypiques à leur façon, soit par leur passé, soit par juste leur caractère et la façon dont ils vont influer sur cette histoire. Et du coup, le dernier personnage, c'est ce que disait Mélo, c'est la ville. La ville de Chattango. Alors très clairement, en termes d'inspiration, on a une inspiration autrichienne, italienne, en fait je dirais suisse. Ouais, mais du coup l'empire germanique c'est autrichien, le grand empire germanique, et en fait je dirais que c'est suisse parce que c'est pile poil entre la frontière italienne et la frontière germanique. On a des influences des deux côtés, et on a même un peu plus loin, on entend parler de Constantinople. Et là-dessus, moi, il y a un truc que j'ai trouvé absolument brillant, et je peux pas vous en dire trop, mais du coup, je vais juste vous faire part de la première réflexion qui m'est venue quand j'ai découvert cette ville, et surtout son ancrage. On parle d'une ville que personne ne connaît et qui a fortiori n'existe pas dans notre monde, c'est-à-dire que nous en tant que lecteurs on arrive, on a une ville qui s'appelle Chattango, voilà, c'est une grosse ville étudiante à la frontière de ces empires, et c'est une ville du coup imaginaire avec une forme de magie, on rencontre un faune quand même, enfin voilà, on est sur quelque chose d'attrait à la fantaisie, mais extrêmement ancré dans notre monde à nous, avec des références culturelles qui parleront au lecteur. C'est-à-dire Bonaparte, c'est-à-dire l'époque, il y a des dates qui sont quand même des dates très très claires. Et ça, j'ai trouvé ça absolument brillant, parce que ma réflexion première quand j'ai découvert ça, ça a été de me dire, un auteur qui décrit une ville imaginaire pour y placer son histoire, et il peut le faire n'importe où, il n'est pas obligé de s'embarrasser de références culturelles et d'essayer d'intégrer quelque chose qui n'existe pas à notre monde, à nous, en particulier dans des périodes qui sont quand même relativement connues. Donc j'ai trouvé ça incroyable, et en fait c'est le point de départ de tout le reste. C'est-à-dire que si ça n'avait pas été là, si ça n'avait pas été à cet endroit-là, à ces dates-là, le reste de l'histoire n'aurait finalement pas de sens.
non mais j'ai trouvé ça d'une puissance et d'une originalité, enfin voilà, j'ai trouvé ça brillant quoi, voilà, c'est un truc que j'avais jamais lu, c'est un truc que j'aurais pas été capable d'imaginer et je trouve ça incroyable. Alors moi, mon cerveau en a moins... Personnellement, mon cerveau a moins explosé que celui de Mélie. Parce que, d'une certaine façon, je m'y attendais un peu. Parce que, d'une part, je pense que c'est la patte aussi de Guillaume Chamanadjan. Et voilà, c'était un peu annoncé à l'avance qu'il y avait une inspiration d'une ville, Genève, je crois. Et voilà, c'est un peu ce qu'il y avait aussi avec Capitale du Sud. C'est-à-dire quelque chose d'imaginaire, mais coloré par le réel. Et un flirt entre le réel et l'imaginaire. Un flirt, alors ici, entre la science et l'art, saupoudré de philosophie. Et oui, j'ai pas été si surprise que ça. C'est sûr que c'est vraiment très bien géré, c'est brillant, c'est intelligent. Mais je pense que j'ai déjà dû lire des choses similaires sans être aussi poussée. Et oui, et je m'attendais à ça en fait. Enfin, ça m'a pas surprise. Pour autant, c'est très bien. Hein. Le fait qu'il y ait une coloration et une inspiration par rapport à une cité, on connaît, parce que c'est ce qu'on a vu sur Capitale du Nord et ce qu'on a vu sur Capitale du Sud. C'est des cités qui sont inspirées librement de cités du Nord et du Sud de l'Europe. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. N'empêche que ces deux cités, elles sont implantées dans un univers qui n'a rien à voir avec le nôtre. Il n'y a pas de référence culturelle commune avec le lecteur. Là, on parle de personnages qui connaissent les mêmes personnages historiques que nous et les mêmes événements historiques que nous. Et en fait, c'est surtout ça, moi, que j'ai trouvé mind-blowing, voilà, le truc, quoi. C'est surtout ça, c'est pas tant le fait que la ville soit un peu inspirée ou grandement inspirée de sa coloration. C'est vraiment le fait que Johan, il connaît Bonaparte. Enfin, je suis désolée, c'est quand même incroyable. Je parle beaucoup de Bonaparte parce que j'ai pas envie non plus de trop creuser dans toutes les références culturelles pour vous les laisser découvrir, hein, parce que voilà, moi j'ai trouvé ça... Je trouvais ça brillant et je trouve que il y a, grâce à ça, c'est ce que je disais, c'est la racine de toute cette histoire en fait. Mais c'est ça en fait qui va nous retourner le cerveau, je pense. Ça fait 2 ou 3 flips avant qu'on comprenne ce qui se passe vraiment dans cette ville, quoi. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était saupoudré de philosophie, mais en fait, le récit était déjà tellement complexe à remettre dans l'ordre, à bien comprendre avec tous les mystères qu'il y a et tout ce qui se passe et toutes les pistes qu'on nous ouvre, que cette partie philosophique, en plus de pas forcément avoir les références, j'avais pas le temps, j'avais pas la capacité de réfléchir aux questions qui étaient ouvertes, aux questions philosophiques ouvertes par l'histoire, parce que voilà, je devais vraiment réfléchir à tout ce qui se passait, aux personnages, parce qu'il y en a quand même pas mal, même s'il y en a certains de très secondaires, mais il fallait que je replace tout. Donc voilà, j'ai peut-être eu un petit peu de mal là-dessus, ce qui me donne un petit peu l'impression d'être passée à côté de certaines choses. Par contre, après ma lecture, j'ai fait quelques petites recherches. Si vous lisez ce récit, n'hésitez pas à les faire aussi, parce qu'il y a 2 livres qui sont cités, ils existent pour de vrai. Je ne sais pas dans quelle mesure Guillaume Chamanadjan du coup a inventé des choses autour de ces livres, mais voilà. Encore une chose qui ancre l'imaginaire dans le réel. Et la siroplastie existe aussi, hein. C'est un art qui existe et qui... moi je crois, j'ai lu, je l'ai rangé, mais j'ai lu son interview dans le magazine Chimère et il me semble qu'il en parlait justement de cet art-là. Donc, comme Mélo, la partie philosophique, je trouve qu'elle a amené beaucoup de questions très intéressantes, mais personne ne s'est posé pour y répondre. Parce que non seulement il y a beaucoup de pistes, beaucoup de choses qui s'ouvrent, mais il y a aussi finalement beaucoup d'actions. Parce que toute cette histoire-là qui se déroule sur 400 et quelques pages, globalement ça se passe sur 3 jours. Hein. Enfin je veux dire... notre ami Johan là, juste il sortait des cours et puis boum, il est tombé dans un truc, il a pas compris quoi. Et en fait, il y a peut-être ça aussi. C'est pas un sentiment de précipitation, mais en fait, même quand on se dit, parce qu'on parlera du rythme, mais à un moment donné, il y a quand même une cassure, on arrive au bout de quelque chose, on se dit bon bah il peut plus rien se passer à part attendre en fait. Bah même là en fait, il se passe des trucs. Donc il n'y a pas vraiment le temps de se poser dans l'aspect un peu contemplatif de la philosophie et de se dire qu'est-ce qui fait un être humain ? Qu'est-ce que l'art ? Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la science ? Et c'est vrai que pourtant c'est vraiment au cœur de ce récit.
Et ce qui est au cœur aussi de ce récit, c'est ce mélange, cet équilibre créé entre la science et l'art. Et oui, c'est vraiment quelque chose qui rend les récits de Guillaume Chamanadjan très intéressants, très particuliers. J'avais parlé aussi au tout début d'un aspect assez musical. Moi, il m'a fait penser... Alors, je suis peut-être complètement à côté de la plaque parce que ça fait plus de 10 ans que j'ai lu ça. Ça me faisait penser au rapport aux odeurs avec du livre Le Parfum. Tu l'as lu? Non. Non, ah merde. Mais il y a fort moyen que je sois complètement à côté de la plaque. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là du récit. Donc voilà, science, art, imagination, philosophie, musique. Enfin, c'est vrai qu'à un moment, il parle lui-même des odeurs. Au début, on va dire les 2-3 premiers chapitres, il y a vraiment quelque chose lié aux odeurs. Et il parle de l'odeur du lac, l'odeur d'un corps en décomposition. C'est vraiment quelque chose d'assez présent aussi. Et l'aspect musique, moi, ça m'a surtout ramené à Capitale du Nord, étonnamment. Parce que y a cette espèce de battement. Et d'ailleurs dans Capitale du Sud aussi. Qu'ils entendent à certains moments les personnages et qui les appellent en fait. Et ce besoin de se caler sur le rythme et de se caler sur la musique. Et ça, on sent qu'il y a un des personnages qui est un personnage secondaire mais en même temps pivot de cette histoire, qui a clairement un grain, je tiens à le dire. Et elle a cet aspect d'entendre quelque chose que personne d'autre n'entend et qui va guider la vie et les choses. Et en fait, c'est ce battement qui rend la cité vivante, je trouve, et qui la rend partie prenante, personnage du récit. Pour revenir aux personnages, ils sont tous très différents. S'ils s'étaient rencontrés dans un cadre normal, dans leur vie normale, ils ne se seraient pas calculés tout simplement. Et là, ils arrivent à créer une relation, une entente, ou en tout cas à parcourir un petit bout de chemin ensemble. Parce que leurs buts se croisent et voilà, ils arrivent à créer une relation assez particulière et je trouve ça très bien mené, très intéressant. En fait, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y a... On vit la création de ce lien mais de très loin en fait. Et c'est un peu particulier parce qu'au début on est sur des gens qui effectivement n'ont rien en commun, qui s'agacent les uns les autres, qui ne se comprennent pas, mais qui n'ont pas le choix, qui n'ont pas d'autre choix que de coopérer. Et en fait, cette coopération, on le sent au fil des pages, va devenir vraiment tangible et vraiment forte et se transforme en amitié. Et ça donne l'impression, enfin moi ça m'a donné l'impression d'avoir raté un truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a un qui pop en mode... c'est mon ami en fait, donc voilà, je le défends parce que... Au-delà du fait qu'on a un truc à faire ensemble et que c'est de la coopération, il y a aussi un lien d'affect qui s'est créé. J'ai trouvé ça très beau et par rapport à ces relations, et ça fait du bien, on n'a pas de romance. Voilà, chacun de ces personnages a sa vie de son côté, il a ses passions, il a ses centres d'intérêt et il n'y a pas de... y a pas de lien qui se croise et deux personnes qui vont... Enfin, il n'y a pas de triangle amoureux, enfin voilà, c'est vraiment hyper sain je trouve, enfin hyper sain, dans la mesure où 3 personnes qui se font pourchasser et qui ont peur de crever tous les 4 matins, c'est hyper sain, mais en gros, en termes de relations, je trouve que c'est des vraies relations adultes, enfin, c'est pas une relation réfléchie, mais ça paraît logique en fait, et ça se fait bien, et ça coule de source, et il n'y a rien de forcé, et ça c'est très chouette. En fait, c'est une relation qui s'est créée sur des bases pragmatiques, et qui a un petit peu évolué sur quelque chose d'un petit peu plus humain. Il y a quand même 2 points. Alors, Guillaume Chamanadjan, j'ai une question, si jamais il passe par là. Comment un enfant de 16 mois est-il supposé se nourrir seul ? Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment quand même, on a un personnage qui vraisemblablement ne comprend rien aux enfants, qui donne une instruction du type bah, dépose-lui à manger dans la gamelle devant la porte et puis il se démerde. C'est impossible, voilà, c'est impossible, même si c'est un enfant un petit peu particulier, même s'il a une queue et des sabots, je suis désolée, à 16 mois, il peut pas se lever, marcher, ouvrir la porte, attraper la gamelle, se nourrir tout seul et puis retourner se coucher sans rien dire. Hein, voilà, ça m'a un peu perturbée quand même. Et en fait, je trouve que ce qui est le plus perturbant, c'est pas tant que
le personnage de Sophia, parce que c'est elle, donne ces instructions là, parce que la rigueur qu'elle connaisse rien aux enfants, pourquoi pas, mais c'est que personne ne lui dise, ou même le narrateur, ou même quoi que ce soit, ne la fasse passer pour un peu sans cœur et un peu stupide à ce moment là quand même, parce que on va pas se mentir, c'est quand même vraiment rien y connaître que d'envisager ça, c'est... Ah bon, bref, voilà. Et la deuxième chose qui est un petit peu dans le même délire, c'est d'imaginer que une femme donc de l'époque, je crois que c'est 18e, 17e, 18e, habillée à la cour, alors ça a beau être une dame de compagnie, ça reste une dame de cour, habillée avec une robe de cour et donc avec des jupons qui est bazardée dans un lac, réussit à se débarrasser toute seule de sa robe. Voilà, enfin, alors on sent qu'il y a de la difficulté, on sent que c'est lourd et on sent qu'elle a peur de mourir, mais quand même, je trouve qu'elle s'en sort super bien et super vite. Mais c'est parce qu'elle est très forte. Pour moi, les deux petits trucs qui m'ont un peu fait tiquer, je me suis dit, je veux dire, autant ça peut partir dans tous les sens ce récit, il y a quand même des trucs qui sont vachement... Enfin, qu'on peut pas prévoir, honnêtement, enfin, c'est complètement... ça sort de nulle part, c'est imprévisible, c'est incroyable, c'est brillant. Mais par contre, sur le côté pragmatique, ces deux trucs-là, on peut quand même émettre un doute sur le fait que ce soit réalisable. Voilà. Mais ce ne sont que des détails parmi un foisonnement de plein de choses. C'est clair. Si vous n'avez toujours pas découvert la plume et le style et le contenu que peut créer Guillaume Chamanadjan, bah vraiment c'est l'occasion parce que voilà, ce n'est pas 3 livres à lire, ce n'est qu'un. Et puis ensuite, ça vous ouvrira la porte pour aller lire Capitale du Sud et Capitale du Nord. Je trouve qu'effectivement dans ce roman-là, on retrouve la grande force de Guillaume Chamanadjan dans sa plume qui est très poétique, mais il y a un côté pince sans rire, il y a énormément de vocabulaire, il y a énormément d'imagination, il y a un rythme, il y a de jolies phrases, de très belles réflexions. C'est vraiment une très belle réussite encore, je trouve. Alors, pas un coup de cœur, je pense, du fait d'avoir manqué peut-être d'attachement pour les personnages. Je peux pas dire que j'ai manqué d'attachement pour eux parce que je les apprécie bien quand même, mais j'ai pas eu peur pour eux. Je pense qu'on n'a pas évoqué le système de magie non plus parce que mine de rien, il y en a. C'est pas des baguettes magiques ni des potions, c'est quelque chose un peu comme dans Capitale du Nord et Capitale du Sud en fait, de beaucoup plus... subtil, vraiment un mélange qui infuse, voilà, ça infuse le récit, mais on va parler d'astrologie, on va parler de prédiction, on va parler de golems, enfin en tout cas des golems, là on parle peut-être davantage de grotesque, mais d'une certaine façon c'est un peu lié, et donc tout ça lié par l'art en fait, l'art qui lie... Est-ce que l'art et la science, ce serait pas de la magie de ce récit en fait, voilà ce que j'ai à dire. Sur ce, bah, c'est un récit extrêmement qualitatif. Pas de coup de cœur pour moi non plus, mais c'est plus parce que j'ai pas été surprise en fait. Connaissant ce dont était capable l'auteur, bah voilà, il a fait quelque chose d'extrêmement qualitatif. Mais si je l'avais lu avant Capitale du Sud, je pense que j'aurais pu avoir un coup de cœur. Mais c'est vrai que j'étais peut-être un petit peu perdue par moment. Alors que j'ai pu raccrocher les wagons par la suite, hein, mais... Oui, en fait, je ne saurais pas expliquer pourquoi je n'ai pas eu de coup de cœur. Parce que vraiment, ce récit est extrêmement bien ficelé. Il y a plein de choses très, très originales. Je vous pousse absolument à le lire, vraiment. Pour ma part, je dirais que peut-être que j'ai pas été embarquée dans le rythme qui se crée pourtant naturellement dans ce récit. Parce qu'il est partout. Il est partout ce rythme. Il est, on le disait, dans ces personnages qui entendent quelque chose, qui ressentent quelque chose, bah, un rythme, un battement, dans la notion de danse, dans la notion de musique, ce rythme il est partout et il est extrêmement personnifié puisqu'en fait le roman est découpé en 3 parties qui sont les 3 temps d'une valse. Et j'ai, encore une fois, dire que c'est très bien fait, c'est beaucoup de répétitions, mais c'est le cas. On a à chaque fois des petits interludes pour... qui nous permettent de quitter un personnage, revenir à d'autres, élever un petit peu de suspense. On a entre chaque temps ce regard extérieur avec la narration du nous qui va venir boucler la boucle par la fin.
J'ai adoré ce rythme, mais peut-être que ouais, je pense que j'ai eu une forme de détachement, de peut-être un peu trop d'observation plutôt que de vraiment être plongée dedans. Est-ce que c'est peut-être lié aussi au fait que je suis dans une phase de ma vie où très clairement je me suis peut-être pas posée à fond dans ce récit autant que je l'aurais voulu, mais qu'est-ce que c'était chouette, qu'est-ce que c'était beau, qu'est-ce que c'était différent. Voilà, c'est vraiment différent de tout ce que j'ai pu lire. Mélo dit qu'elle a peut-être pas été surprise, moi je sais que j'étais surprise. Au même titre que les personnages, parce que parfois il se passe des trucs juste on sait même pas d'où ça vient, d'où ça sort et à quoi ça se raccroche, mais juste c'est là et on se dit mais je sais pas pourquoi, comment. Et d'ailleurs le personnage de Sophia notamment, c'est pas que je me suis sentie très proche d'elle, mais à plusieurs moments elle est en mode voilà, je devrais même plus être surprise là à ce stade là, voilà hein, c'est comme ça. Et ça m'a fait beaucoup rire, donc j'ai ri. J'ai pas pleuré, mais c'est génial, voilà, c'est génial. Je sais pas comment conclure autrement que allez-y, découvrez cet auteur. Moi j'ai hâte de voir quelles vont être ses prochaines parutions. C'est du talent, c'est beaucoup de talent. On sent aussi cette appétence pour les arts qui rajoute quand même quelque chose au récit, qui fait la patte de Guillaume Chamanadjian et qui fait de ces récits quelque chose de presque doux, j'ai envie de dire. Ça rajoute de la douceur dans tout ça. C'est chaleureux plus que doux, je pense. Ouais, chaleureux, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette comparaison qui, on vous l'a dit dès le début, part un peu dans tous les sens. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions plus spécifiques auxquelles on n'aurait pas répondu parce que justement on est parti un peu dans tout, n'hésitez pas dans les commentaires. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.